Merci beaucoup. Merci, monsieur le député, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous. Si je puis commencer, la situation du bâtiment n'est pas extraordinaire. La situation de l'immobilier n'est pas extraordinaire. Un certain nombre de dispositions ont été prises qui ont un impact sur le marché locatif privé. Ce qu'on appelle les passoires thermiques ne pourront plus être louées. Un certain nombre de conséquences pour les propriétaires ou les bailleurs, quand même, la perte de valeur sur le marché immobilier, beaucoup d'inquiétudes, comment on fait, etc. Et donc, vous avez commis un rapport dans lequel vous dites « ça va mieux ». Ça va mieux parce qu'il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises. Qu'est-ce que c'est qu'une passoire ? Qu'est-ce que c'est qu'une rénovation performante, etc., etc. Vous allez nous expliquer tout ça. Ma première question, c'est, au fond, quand je regarde tous ces rapports qui se succèdent, parce que je peux vous dire que sur mon ordinateur, la rubrique rénovation énergétique, elle est quand même très très fournie depuis 2000, je ne sais pas combien, avec des modifications sans cesse, hein, ça n'arrête pas. Est-ce qu'il s'agit de performance énergétique ou est-ce qu'il s'agit de performance climatique ? Je vous pose cette question parce que ce qui est assez frappant, à la suite des évolutions depuis le Grenelle de l'environnement, on a quelquefois l'impression que la performance énergétique peut s'opérer au détriment de la performance climatique. Notamment quand on regarde le DPE, le diagnostic de performance énergétique, on s'aperçoit que le gaz est placé avant l'électricité. Tiens, et pour faire le lien avec le rapport que vous avez fait sur la politique énergétique et les raisons de la perte de souveraineté, juste, il y a un petit lien quand même. Ce petit lien, c'est pendant très longtemps, il y avait un parti pris contre l'électricité. Sans doute une conséquence d'un parti pris contre l'énergie nucléaire, je suppose. Et à la suite du Grenelle de l'environnement, la réglementation thermique des bâtiments avait donné une très grande priorité au gaz, puisque 80% des immeubles collectifs étaient passés au gaz en France. Et donc maintenant, on a enfin compris que quand même l'électricité étant décarbonée, si on veut lutter contre le changement climatique, il fallait peut-être mieux favoriser l'électricité, ou en tous les cas rétablir l'équilibre des énergies comme notre association souhaite la défendre. Alors le problème, c'est que le DPE n'a toujours pas intégré cette évolution. Nous sommes toujours dans une comptabilité, dans une mesure de la performance énergétique qui place le fossile avant l'électrique et qui ne se soucie du carbone qu'en second lieu. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas, disons, dans l'ensemble, dans la perspective générale, dans la politique générale, dans l'objectif général, une petite correction à faire en disant ce qui compte d'abord, c'est la lutte contre le changement climatique. L'ennemi, c'est le CO2, c'est pas l'électricité. Merci beaucoup pour cette présentation d'abord, très, très aimable, et merci beaucoup pour cette introduction. Je vais essayer de ne pas trop faire preuve de talent de diplomate pour qu'on puisse avoir un échange assez simple et commencer parce que, contrairement à ce que vous dites, je pense que le lien entre le rapport sur la souveraineté et puis la rénovation énergétique est très fort. Commencer par dire que nous sommes dans une situation catastrophique du point de vue énergétique, puisque nous avons ce que j'ai appelé un mur énergétique devant nous, qui est à la fois un mur énergétique au sens large, c'est-à-dire le fait qu'on dépend aux 2/3 d'énergie carbonée importée de pays plus ou moins sûrs, et que notre première possibilité de décarbonation, et donc de réussite à la fois de l'atteinte de nos objectifs climatiques et d'amélioration de notre souveraineté, passe par l'électricité, qui est elle-même soumise à un mur colossal, puisqu'on a à la fois besoin de faire des efforts de sobriété qui ne seront pas suffisants, besoin de développer les ENR dont on voit qu'on n'arrive pas encore à les développer assez vite, et on est soumis à un parc nucléaire dont la production à court terme est clairement incertaine sur une grande partie de sa production. Donc quand vous cumulez ça, vous voyez que vous avez absolument besoin, en plus de la sobriété des ENR et du nucléaire, de ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, qui, sauf erreur, n'a pas été démontré. C'est-à-dire que vous n'avez pas des pays dans le monde où on est capable de produire plus de richesses en produisant avec moins d'énergie. C'est un peu
à la Jancovici, vous me pardonnerez du raccourci, il l'explique mieux que moi, mais c'est quand même un fait. C'est-à-dire que, alors, contrairement à ce qu'il dit, il n'y a rien qui démontre qu'on ne peut pas faire plus de croissance ou qu'on ne peut pas réussir à développer l'activité sans utiliser moins d'énergie. En revanche, le passé n'incite pas spécialement à l'optimisme. Et donc, dans ce grand univers, à la fois de murs énergétiques, de murs électriques, et pour le moment de non-démonstration d'une meilleure intensité énergétique, je pense notamment à l'industrie, la rénovation énergétique vient se placer, la rénovation thermique, la rénovation énergétique, on peut aussi discuter des termes, on va le faire, vient se placer comme un combat de première garde, c'est-à-dire une possibilité de produire de l'activité économique et de résoudre à la fois ce qui est devenu, on l'a vu cet hiver, et ce sera probablement le cas les hivers prochains, une urgence sociale, et puis de combler une partie du vide, du fossé énergétique qui s'est créé. Et de fait, je trouve que la première question que vous posez est aussi la première dans l'ordre logique, puisqu'on la retrouve dans toutes les politiques énergétiques. C'est la question de que faut-il prioriser. Bon. Et on avait cette discussion tout à l'heure au niveau européen. On a aujourd'hui des objectifs quasi contradictoires entre l'énergie en général et la décarbonation. Je lisais un article hier, je ne citerai pas son nom, mais d'un expert des domaines énergétiques, pas très favorable au nucléaire au demeurant, qui disait c'est vrai que dans un objectif purement climatique, sortir du nucléaire en Allemagne n'est pas une très bonne idée. Et ça m'a interpellé, ce purement climatique, parce que qu'est-ce qui est plus important que le climat ? Est-ce que si même des associations plutôt écologistes considèrent que le climat, ce n'est qu'un objectif parmi d'autres, c'est peut-être un objectif de rang 1, mais il y en a d'autres, on n'y arrivera pas en fait. On n'y arrivera pas. Et donc, on était jusque-là, pour revenir à la question, dans une optique où finalement il fallait faire des économies d'énergie. C'est toujours valable, c'est absolument valable. Bon. Mais il y a quand même deux limites. La première, c'est que ce que vous décrivez très bien, on regardait le ratio, si je puis me permettre, entre l'énergie primaire et l'énergie finale consommée. Et donc, forcément, l'électricité en France, elle est essentiellement nucléaire. Et comme vous savez, il y a un rapport de 1 à 3, c'est-à-dire on produit l'équivalent de 3 kWh pour avoir 1 kWh d'énergie finale. Et c'est pas parce qu'il y en a un dans la chaleur et un dans le réseau, comme certains auditionnés ont dit pendant notre commission d'enquête, c'est parce que la chaleur se convertit plus difficilement en électricité dans le cas du nucléaire, que finalement, aujourd'hui, vous avez un meilleur ratio quand vous passez par le gaz. Et donc, quand vous vous contentez de ce critère-là, de fait, vous avantagez plutôt d'autres sources d'énergie. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement a pris un décret là pour intégrer dans le DPE une part d'émissions de gaz à effet de serre. J'allais dire, enfin. Bon, enfin. Insuffisant. Mais est-ce que pour autant il faudrait réduire ce ratio d'énergie primaire et énergie finale aujourd'hui alors qu'on a un mur électrique ? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il vaut mieux renforcer les critères climatiques pour y arriver. Mais n'empêche, et je m'arrête là-dessus, n'empêche, la rénovation énergétique n'a pas d'abord été pensée comme un enjeu climatique. Dans les politiques publiques, elle n'a pas d'abord été pensée comme un enjeu climatique. Et donc je pense qu'on a collectivement intérêt, c'est mieux comme ça, pardon, en plus j'ai plus beaucoup de voix, on a collectivement intérêt, enfin, c'est ce que je disais, ce que je disais hier à quelqu'un et qui l'a repris malheureusement tel quel, ça ne veut pas dire grand-chose, mais la transition climatique et énergétique, c'est une grosse équation. Enfin, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec la planification écologique. Vous partez d'une brique, vous voulez arriver à une stratégie nationale à zéro carbone. Bon, si vous enlevez la partie captation carbone, ça veut dire qu'il faut pas grand-chose en carbone en France. Donc il faut que tous les secteurs arrivent à zéro. Donc vous allez avoir du mal à dire non seulement il faut que tous les secteurs arrivent à zéro, mais en plus on va vous donner le bouquet énergétique pour y arriver. La réalité, c'est qu'on aura besoin de tout. Et donc la rénovation énergétique, il faut aussi qu'on arrive, et on y reviendra je pense, à la basculer complètement sur des ambitions gaz à effet de serre. Juste sur votre hésitation, le coefficient de conversion de l'énergie primaire, nous, notre position, c'est qu'il faudrait que la performance des bâtiments soit mesurée en énergie finale. C'est ce que fait le propriétaire ou le bailleur. Il sait exactement combien, il sait ce qu'il paye et il sait quels sont les gestes pour améliorer ça. En gardant le coefficient tel qu'il est, vous avez sur 5 millions de pseudo
passoires thermiques. Vous en avez 1 million qui y sont indûment. Ils ne devraient pas y être. Ils n'y sont qu'artificiellement parce que ces logements sont chauffés à l'électricité. Mais donc ça veut dire que 1 million de ces logements, les gens qui sont propriétaires vont avoir une injustice, quoi. C'est invraisemblable. On est en train de les spolier. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a quand même une implication sociale importante à ce coefficient. Voilà, donc c'est un petit peu ça qui nous préoccupe. Pas tout à fait quand même, pardon, pour deux raisons. La première, c'est que vu l'état du parc nucléaire français, il y a une grande partie de l'électricité, enfin une partie non négligeable de l'électricité qui est produite à partir de gaz et de charbon, pas toujours en France. Donc, de fait, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'électricité est 100% décarbonée, malheureusement. Et puis la deuxième chose, c'est que tout est dans le diable est dans les détails. Si vous intégrez une part substantielle d'émissions de CO2 dans le DPE, l'avantage relatif du gaz par rapport à l'énergie du fait de ce coefficient de conversion va quand même chuter. Pour l'instant, la mesure en CO2 est si laxiste que ça, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. Je suis d'accord avec vous, ouais. C'est une première pierre. Enfin bref, écoutez, c'était juste la première question, c'est, au moins nous sommes d'accord, le climat c'est quand même une affaire grave, hein, et donc c'est prioritaire. Et donc nous sommes en train quand même d'engager la totalité de nos efforts, de nos institutions, de nos entreprises pour lutter contre le changement climatique. Donc ça c'est bien, nous sommes d'accord. Maintenant, parlons de la rénovation. Vous avez dit que ça allait mieux avec un certain nombre de définitions. La loi climat et résilience nous dit qu'il faut faire maintenant des rénovations globales, parfaites, performantes, etc. Donc en moins de 18 mois, 6 gestes, etc. Franchement, est-ce que c'est pas un petit peu excessif tout ça? Parce que le mieux est l'ennemi du bien. Nous sommes d'accord, ça peut arriver que le mieux soit l'ennemi du bien. Nous avons là des rénovations qui sont de l'ordre de 50 000 euros, ou peut-être plus même, ça dépend un petit peu du logement. Et donc si vous voulez faire vos, je sais pas, 500 000, etc., rénovations par an à 60 000 euros, on n'y arrivera jamais. C'est excessif. Nous avons calculé, nous, qu'avec des gestes beaucoup plus simples, le pilotage, l'isolation, pas grand-chose, et le changement du mode de chauffage, surtout pour éviter que ce soit du fossile, on arrivait à 80% du résultat, si vous voulez, par rapport à une rénovation globale, pour 2 fois moins cher. Et donc, il y a peut-être une petite exagération. Au fond, un des ennemis que nous avons identifiés, c'est la surenchère. Est-ce que la surenchère n'est pas un ennemi précisément des objectifs atteignables, sérieux, de la ténacité qu'il faut émettre? Voilà, j'ai juste une petite interrogation là-dessus. C'est effectivement une interrogation que je partage, mais pour moi, la première surenchère, et on en est tous victimes, encore plus dans le monde des politiques publiques, c'est celle des chiffres. Ce que je veux dire, vous parliez de performance climatique. Faire 700 000, 800 000 ou 1 million ou 2 millions de gestes de rénovation, ça n'a pas de valeur climatique en soi. Je veux dire, c'est pas ça qui rapporte climatiquement. Ce qui rapporte, c'est d'être capable de dire qu'on a économisé tant de mégawattheures, tant de kilowattheures cumulés, actualisés. D'envoyer tant de tonnes de CO2. Et donc, non mais exactement, et converti ensuite en tonnes de CO2. Les deux en réalité, parce avec le mur, les deux. Et là, il faut quand même être assez lucide. On ne sait pas. Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous savez, mais si vous savez, c'est que vous ne respectez pas le RGPD. Parce que on ne sait pas aujourd'hui. On ne sait pas combien une rénovation permet d'économiser d'énergie. Pour le dire autrement, on ne sait pas, et encore moins de gaz à effet de serre. On ne sait pas, quand M. Durand a changé sa chaudière et fait l'isolation de ses combles, ce qu'il a économisé comme énergie. Pourquoi ? Parce qu'on a des fiches travaux qui sont instruites correctement par les professionnels, par les administrations, qui disent si vous êtes à tel niveau et que vous faites tel type de travaux, vous allez économiser à peu près tant d'énergie et possiblement, si la conversion est faite, tant de grammes ou de kilos de gaz à effet de serre. Bon. Mais je mets même de côté l'effet rebond. Vous savez, l'idée que si vous changez votre chauffage et qu'il fonctionne mieux, vous consommez potentiellement plus après, et il fait plutôt 25 chez vous, vous trouvez ça hyper sympa, vous êtes en t-shirt toute la journée, y compris en hiver. Bon. Mais ce qui est un effet gigantesque, avec un très mauvais retour sur investissement climatique. Mais même si vous enlevez ça, je veux dire, on est dans un domaine technique, industriel, physique.
Et donc, pour des raisons qui échappent potentiellement complètement à une étude extrêmement rapide, vous pouvez économiser beaucoup moins ou beaucoup plus d'énergie et de performance environnementale. Donc c'est une des raisons pour lesquelles vous proposez d'avoir une mesure après les travaux. Mais oui, alors, et même la première proposition de dire faire des mesures après les travaux, elle est insuffisante en réalité. Et là, on arrive enfin à avoir un décret qui va nous permettre, en anonymisant tout ça et en collectant, de regarder ce qui se passe en avant-après. Mais en réalité, à nouveau, c'est d'abord scientifique et technique. Donc il faut qu'on puisse d'abord sur des panels, enfin pas d'abord, il faut tout faire en même temps, en l'occurrence vu l'urgence, mais il faut qu'on puisse très rapidement savoir combien, en moyenne, quand vous changez de chaudière, que vous faites l'isolation des combles, vous économisez d'énergie. Mais en moyenne, et sous-entendu, en pratique. En moyenne et en pratique. Et donc, vous allez ensuite tomber sur ce qu'on appelle, et ça fait le lien avec les politiques publiques, parce que l'argent n'est pas magique, contrairement à ce qu'on peut croire, à un coût d'abattement. C'est-à-dire concrètement, combien de grammes de CO2 vous êtes capable d'économiser par euro et dans quel domaine. Et là, je devance peut-être votre question, mais là, vous allez arriver à quelque chose qui est socialement pas évident à voir, mais physiquement et climatiquement essentiel, c'est qu'il va peut-être être beaucoup plus rentable de faire toutes les écoles de France, si on doit prioriser. Et puis, tous les gymnases. Ou alors, à l'inverse, toutes les passoires thermiques. Redéfini. Ou alors se concentrer sur les maisons des très riches, les maisons secondaires des très riches. Bon, mais à la limite, si on priorise, c'est pas la première chose qui doit nous guider. Il y a ensuite des politiques de redistribution, des politiques d'accompagnement, bien sûr pour les personnes qui sont en précarité énergétique. Mais on manque de ce premier point qui est la mesure. C'est-à-dire que certaines personnes ont calculé le coût de la tonne de CO2 évité dans la rénovation des bâtiments à 310 € la tonne. Alors, je ne sais pas si on a actualisé ou pas ce coût, mais c'est assez cher par rapport à d'autres, en effet, possibilités. Je ne sais pas, la forêt française ou d'autres. Donc, en effet, c'est une vraie question. Mais je crois que l'idée toute simple de mesurer avant et de mesurer après, déjà, c'est une très très bonne idée. Ensuite, il y a quand même un domaine très important qui est la gestion, le pilotage de la maison. Le pilotage, il est un peu négligé. Or, au fond, si on avait des systèmes de pilotage, parce que maintenant ça devient obligatoire, notamment dans le tertiaire et d'autres, les RG, je ne sais pas comment ça s'appelle, la gestion du bâtiment, quoi. Donc maintenant ça devient obligatoire d'avoir des systèmes de gestion du bâtiment qui vous permettront de collecter toutes ces données. Si c'est lié à Linky ou à Gaspard, vous avez déjà un certain nombre d'indications qui seront très importantes. Mais au fond, une des questions prioritaires, parce que moi je regarde des études sur les efforts de rénovation des bâtiments en Angleterre ou en Allemagne. Les dépenses sont considérables, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et l'une des raisons pour lesquelles les résultats ne sont pas au rendez-vous, c'est parce qu'on se concentre sur l'isolation ou sur des gestes de ce genre-là, mais pas sur la façon dont les habitants vont vivre ensuite dedans, donc sur les usages. Et on s'est aperçu au Royaume-Uni que ça marche très bien la première année. On a vraiment de l'efficacité énergétique, on a gagné des kilowattheures, mais au bout de la 4e année, c'est terminé. On se demande pourquoi. Et en fait, c'est parce que la personne arrive, elle va tout de suite débrancher le système automatique, mettre un petit radiateur d'un point ou je ne sais quoi. Et donc, il faut qu'on double, enfin, il faut que cette rénovation, il faut qu'elle soit vraiment, en quelque sorte, apprivoisée par les habitants, voulue par les habitants, et en principe, ça va avec une amélioration de l'habitat tout bêtement, un agrandissement, une nouvelle chambre pour le petit qui va naître, etc. Et c'est ça qui est très difficile, en quelque sorte, à intégrer. Oui, et là, honnêtement, il me semble qu'on dépasse de loin le cadre de l'industrie, on y reviendra, je pense, de l'industrie de la rénovation énergétique. Enfin, j'insiste sur le terme industrie, parce qu'à mon avis, ça a été un peu négligé par le passé, et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais enfin, c'est le principe du plan de sobriété de l'hiver dernier, en fait. Et j'exclus, allez, mettons qu'on exclut RTE... RTE le dit mieux, mais disons qu'on exclut un tiers de sobriété qui aurait été subi sur toute la sobriété qui a été faite. Je crois que c'est à peu près, voilà, disons un tiers subi, 2 tiers volontaires, un tiers d'usines, d'entreprises, de PME, y compris de particuliers qui ont baissé leur consommation de force, oui. Et puis 2 tiers d'efforts collectifs, qui sont d'ailleurs par ailleurs les efforts demandés par l'ensemble des ONG, des politiques publiques. Il n'y a pas aussi une histoire de coût quand même de l'énergie un peu.
C'est ça que vous mettez dans le tiers Oui, subis. c'est ce que je mets dans le vrai tiers, enfin dans le tiers subis. Dans le choisi, vous avez quelque chose qui permet de consommer sans vous priver d'une manière insupportable ou socialement ou personnellement. Bon. C'est ça ce qu'il faut, d'ailleurs j'appelle ça dans mon rapport interne, il faut qu'on le pérennise, il faut qu'on l'amplifie évidemment, mais ce qu'il y a derrière, c'est ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'on le mesure. Voilà. On a eu un grand succès, il me semble, avec EcoWatt. C'est un début de succès, mais en fait il faut prendre EcoWatt comme le président a annoncé pour l'eau, comme l'EcoWatt de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut à la fois le prendre pour une question climatique, mais il faut le prendre pour une question de ressources. Et si chacun a son petit EcoWatt, mais individuel, qui lui permet de voir sa consommation à une échelle individuelle, quand il verra qu'à force qu'il fait tous les efforts du monde, mais qu'il réduit que de 5% sa consommation, parce qu'en fait, son vrai poste, c'est pas l'électroménager, c'est le chauffage, ou c'est pas le chauffage, mais c'est le véhicule individuel, etc. Là, vous pouvez déclencher des comportements. Mais c'est la seule bonne méthode. Et c'est ça qui permet aussi d'éviter ce que vous dites, c'est-à-dire que l'effet rebond, c'est pas un gros trampoline une fois, c'est plein de petits trampolines qui fait qu'au bout de 5 ans, vous avez oublié que vous avez rénové votre maison et vous montez de 0,5 degrés à chaque fois parce que, bon, ma foi, vous vous êtes habitué. Et encore, le chauffage est un exemple un peu réducteur. Mais donc, on a besoin, un peu comme vous savez, il y a ces applis qui se développent et qui, il me semble, ont encore du mal à percer. Je ne veux pas citer de marque, mais vous savez, les applis qui permettent de mesurer son empreinte carbone en fonction de sa consommation. Donc, voilà, vous allez au supermarché, si vous achetez une mangue avion, c'est sûr que ce n'est pas tout à fait pareil que si vous achetez un rutabaga de l'Essonne. Bon, c'est pareil. C'est l'idée que chacun puisse avoir une idée de sa consommation et que c'est pas qu'une histoire de génération, mais que ça se développe et que ça se diffuse dans toutes les cohortes d'âge. C'est ça qui est indispensable et c'est d'ailleurs le plus efficace parce que j'ai peur de dire une bêtise, mais l'ordre de grandeur du plan de sobriété, il me semble que c'est ça dépend des moments exacts qu'on prend, c'est de l'ordre de plusieurs réacteurs nucléaires. C'est de 6 à 10 réacteurs nucléaires au pic. Donc, c'est pas du tout, on ne parle pas de l'épaisseur du trait. Quand collectivement on fait un effort. 8%, il y a eu 8% de réduction de la consommation, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est quand même en effet important. Mais alors, dites-moi, quand on regarde les statistiques de l'Office national de la rénovation, enfin l'ONRE, là, cet observatoire, pardon, on s'aperçoit que finalement 60% de l'efficacité et des résultats, c'est le système de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, c'est là-dessus qu'il faut évidemment faire porter l'effort, semble-t-il. Oui. Pardon, parce que je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure, qui était la plus importante, évidemment, à force de faire des digressions. En gros, on est bloqué entre deux, enfin bloqué, on est coincé entre deux manières de penser les choses. Entre ce qui apparaît, il faut bien le dire, comme une forme de totem du nombre de rénovations, et donc si vous êtes les pouvoirs publics, vous voulez un maximum de rénovation, un maximum de gestes de rénovation, 700 000, 800 000, 1 million, bon. Et puis, l'idée que vous avez décrite et qui est partagée, qui est évidemment souhaitable in abstracto, que chacun puisse rénover parfaitement sa maison avec un accompagnement extrêmement poussé, chaque possibilité d'optimisation qui soit utilisée pour des montants dont on connaît l'ampleur, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers d'euros et en réalité plutôt au-dessus de 30 000 euros, quel que soit le logement, et jusqu'à, vous l'avez dit, jusqu'à 60 000 euros au moins. Bon. Effectivement, ça paraît difficile. En revanche, ce qui est sûr, et ça, les auditions l'avaient montré aussi à l'époque, on a un risque de contre-productivité. C'est-à-dire qu'on a un risque de vouloir faire d'abord l'isolation parce que ça nous arrange, c'est plus pratique, c'est moins cher, et ensuite changer le système de chaleur. Mais de ne pas lier les deux, y compris, même si on ne les fait pas au même moment, mais au moins d'avoir une vision globale des 3-4 gestes qui vont avoir un impact décisif. Et donc, c'est pour ça que moi je pense qu'il faut qu'on s'oriente vers un bouquet, mais pas forcément un bouquet à la carte, mais je veux dire un bouquet efficace. Et donc, on pourrait à la fois, c'est typiquement ce que vous décrivez, le chauffage, l'isolation, bon, les fenêtres, bon. Et là, c'est peut-être aussi une manière de gagner en efficacité, c'est-à-dire, parce que l'accompagnateur rénove, c'est évidemment une très bonne chose, mais on va arriver très vite à un certain nombre de limites, parce que vous n'allez pas avoir derrière chaque Français qui veut faire une rénovation énergétique, un agent de France Rénov pour lui dire comment faire pas à pas. Donc si on peut réussir à préparer des bouquets et conditionner, moi c'est une de mes propositions, de conditionner
les aides à au moins un ou deux gestes, quitte à ce que ces aides soient beaucoup plus fortes pour les très modestes, faisons-le. D'accord. Alors, après toutes les études que nous avons faites, vous-même, d'autres, etc., à équilibre des énergies, nous sommes devenus des fans de la pompe à chaleur. Parce que c'est quand même extraordinaire le gain que l'on peut en retirer. Mais la pompe à chaleur, c'est quand même assez compliqué. Et donc, on va se retrouver avec une question qui est la question de qui sait mettre ici une pompe à chaleur. Qui dans la salle est capable de dimensionner la pompe à chaleur par rapport à la surface de son logement? Est-ce que vous connaissez l'artisan qui sait mettre cette pompe à chaleur, etc. Et donc, on est quand même devant une question qui est: est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Est-ce qu'il faut former encore des artisans? Comment est-ce qu'on peut accompagner les artisans? C'est compliqué cette histoire-là. Parce que l'artisan, maintenant, qui va faire la rénovation, il doit être capable de tout faire. À la fois l'électricité, la plomberie, le pompage à chaleur, le truc. Et même éventuellement de vous aider à trouver les subventions qui vont bien. Ça devient très très compliqué. Comment fait-on? Est-ce qu'on a assez d'artisans pour faire tout ça? D'ailleurs, il y a ici dans la salle, il y a Synertiel qui est là, je ne sais pas. C'est monté une pompe à chaleur dans cette salle. Ah, meilleur ratio qu'en France. Qui s'est monté une pompe à chaleur? Ah ben voilà, extraordinaire. Je pense qu'au prochain atelier, vous pourriez faire ça. Vous voyez. Ce serait probablement assez utile. Non mais pour poursuivre exactement dans cette dimension, enfin, je trouve il faut surtout en matière énergétique et donc en matière de réno, il faut qu'on arrive à penser qu'il y a de toute façon trois étages. Celui de la mesure, on en a parlé, on pourrait en parler davantage. Celui de l'industrie, qui se décline à la fois dans la production et la capacité à installer. Petite parenthèse, la production. Si on produit des pompes à chaleur dans l'Union européenne et en partie en France, quand vous donnez 10 000 euros ou 15 000 euros à quelqu'un pour acheter une pompe à chaleur, pas besoin d'être un macroéconomiste de talent pour voir qu'il y a quand même une grande partie qui revient. Bon, très directement. Si vous achetez votre pompe à chaleur ou vos panneaux photovoltaïques un peu plus loin, la valeur ajoutée, enfin pas la valeur ajoutée, la subvention est une subvention industrielle à une industrie non européenne. C'est quand même pas exactement ce qu'on essaye de faire quand on instaure une taxe carbone ou quand on fait une politique industrielle offensive européenne. Donc c'est difficile de tout faire en même temps, mais quand même, là on atteint un peu les limites. Et puis, donc mesure industrie, et puis distribution. Et distribution, ça veut dire à la fois est-ce qu'on a les artisans pour les installer, mais est-ce qu'on a aussi le modus operandi pour diffuser, pour que les gens sachent qu'une pompe à chaleur, c'est pas absolument impossible à installer. Et que non, contrairement à ce qu'a dit votre voisin quand vous l'avez croisé à la sortie de chez vous, quand vous êtes allé chercher votre courrier, non, te lance pas dans une pompe à chaleur, c'est l'enfer. Moi j'ai une combine, si tu prends un poêle à peler, ça marche très bien. Bon, faut juste acheter des pelés pour 5 ans en avance au cas où il y a une crise. Mais sinon, ça marche assez bien. Je dis ça, moi je suis un député de montagne, donc les pelés, j'en vois. Mais moi je préfère les plaquettes. Mais bon, voilà, chacun sa came. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une industrie à la fois dans la production et dans la distribution. Et donc, moi, dans le rapport sur la souveraineté, j'appelle ça les apprentis de l'énergie, peu importe, mais c'est l'idée qu'on n'est pas du tout à la maille en termes de nombre de personnes. Je ne parle pas en termes de qualité. Après, on va avoir des débats pendant des heures. Moi, quand j'ai fait mon rapport sur la rénovation énergétique, j'ai auditionné un très grand nombre de représentants des filières qui m'ont expliqué, vous comprenez, le label RGE, c'est un enfer, c'est beaucoup trop exigeant, il faut baisser le niveau d'exigence si vous voulez multiplier les rénovations. Puis toutes les associations de consommateurs qui m'ont dit, vous vous rendez compte, le label RGE, c'est une catastrophe, il faut le monter, parce que les rénovations, c'est n'importe quoi. Donc, voilà, et donc, voilà, donc je vois que chacun dit absolument à un moment différent, ce qui atteste qu'on a vécu, mais pour dire que de toute façon les politiques publiques se retrouveront au milieu du gué, par construction, par équilibre des intérêts, etc. Mais donc, au-delà de la qualité qui est vitale, qui doit être mesurée encore plus quand on met des subventions publiques très importantes, l'enjeu, c'est le nombre de personnes. Et pour le nombre de personnes, là, je lis un peu, sans faire de politique, l'idée de la réforme du lycée professionnel, en passant par le fléchage des filières à l'université et par la formation continue. Parce que quand vous commencez par faire de l'apprentissage dans votre carrière, vous trouvez beaucoup plus vite et beaucoup mieux un métier, y compris en CDI, même si ce n'est pas ce qui est le plus recherché en ce moment par les jeunes qui entrent sur le marché du travail, un CDI avec un salaire totalement raisonnable. Le problème qu'on a, si juste on décentre et qu'on accepte d'être un peu lucide, c'est que quelques années après, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, faute de formation continue
suffisamment forte dans notre pays, ces personnes commencent à perdre un peu cet avantage comparatif et donc n'arrivent pas à progresser, ne sont pas suffisamment accompagnés pour connaître l'ascension professionnelle et l'ascension sociale qui va avec. Donc c'est toute la chaîne. On attirera des artisans si on est capable, et pas seulement des artisans au sens indépendant, mais y compris dans les boîtes de rénovation énergétique, des gens si on est capable de proposer toute une chaîne qui commence par un bac pro en alternance et qui finit par la possibilité à 23, 25, 30 ans de monter. Et donc pour ça, je pense qu'il faut, alors évidemment je plaide pour la paroisse énergétique, mais il faut, je crois, qu'on soit capable de discriminer positivement le domaine énergétique. C'est-à-dire que dès lors que c'est à l'origine d'à peu près tous les changements nécessaires pour la transition climatique, il faut que les pouvoirs publics, les régions, l'État, les collectivités acceptent de dire que sur le logement, sur le transport, sur la rémunération des personnes qui s'engagent dans les filières de rénovation énergétique, on met un peu plus. D'accord. Et donc, il faut aussi sans doute un plan industriel pour que la pompe à chaleur soit produite en France. Les compresseurs, les membranes, etc. Parce que c'est quand même un instrument extraordinaire. Si on veut à la fois réduire la consommation d'énergie et réduire les émissions de CO2, c'est vraiment presque miraculeux, quoi. Il y a un sujet qui m'a été soumis pour la rénovation énergétique. Il y a des gens qui ont dit, mais quand on regarde l'histoire de l'urbanisme en France, il y a d'abord pas mal de logements vacants, antichambre de la démolition, c'était comme ça qu'on disait dans le temps. Oser démolir. Est-ce que sur la totalité du parc de logements en France, il n'y a pas un certain nombre de causes perdues pour la rénovation énergétique? Trop compliqué, impossible. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement à rénover, détruire, reconstruire? Je ne sais pas, c'est une question que je pose parce qu'au fond, le baron Haussmann aurait parlé comme ça, quoi. Oui, oser démolir, on dirait presque un slogan politique. Je ne sais pas de quel parti. Chacun pensera que c'est un parti plutôt qu'un autre. Mais au fond, si vous prenez les choses de manière logique, on s'en fiche de détruire ou pas. C'est-à-dire que si vous prenez une analyse en cycle de vie, si vous prenez le bilan carbone d'une démolition, reconstruction versus une rénovation, évidemment, vous pondérez un petit peu ça par le coup. Après, vous faites en fonction. Mais je pense qu'à nouveau, ce qui manque ici, c'est la mesure. C'est la mesure. C'est-à-dire que, bien sûr, vous avez la praticabilité industrielle des artisans qui vous expliquent qu'en l'état, rénover, c'est très difficile. Bon, après, on ne va pas détruire les immeubles pierre de taille pour les remplacer par des bâtiments moins énergivores. Donc, il y a des limites. Mais de fait, ce qui manque ici aussi, c'est la mesure. L'analyse de l'ensemble du cycle de vie. Alors, c'est en train de se mettre en place avec les lois sur l'économie circulaire, avec les outils de quantification qui existent. Mais je reviens parce que vous parliez tout à l'heure de l'Observatoire national de la rénovation énergétique. Les consommations ou les mesures, elles sont estimées conventionnellement. Oui. Donc, juste, je pense qu'on ne doit pas collectivement se satisfaire de quelque chose qui est de l'ordre de la convention et de l'estimation dans un monde où les citoyens, et c'est tout à fait normal, scrutent maintenant presque chaque année la baisse ou non des émissions de CO2, importées ou pas. Très bien, donc mesurons. Effectivement, maintenant dans la construction, on a le BIM, on a d'extraordinaires nouvelles techniques qui sont fondées sans doute peut-être un petit peu sur des modèles et pas forcément sur des mesures tout à fait expérimentales, quoi, en tous les cas in situ, quoi, hein. Donc c'est vrai qu'on a certainement des progrès à faire. Et en même temps, on ne va pas passer sa vie... je veux dire, il y a quand même, à un moment donné, une priorité, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que peut-être que les bagnoles, il faut peut-être que ça aille plus vite que d'aller mesurer la totalité des consommations de chaque logement en France. On va jamais y arriver. Et il y a quand même maintenant des outils. Il y a Linky, il y a Gaspard, il y a quand même des outils. Et en fait, les Français ne sont pas tous des militants de l'efficacité énergétique de leur logement. Il y a un moment donné où je me disais, mais c'est incroyable, on nous interdit d'ouvrir les fenêtres. Quand même, c'est quand même important d'ouvrir les fenêtres. Bon, et donc, si vous voulez, il y a une espèce de bon sens à avoir, peut-être une espèce de modération. Est-ce que le bon sens, ça suffit, ou est-ce qu'il faut vraiment scientifiser tout à ce moment-là, à ce point-là? Je ne sais pas.
En tous les cas, je ne vais pas peut-être continuer à parler. Peut-être que la salle, là, il y a tellement de monde, il y a tellement de gens, là, ils brûlent tous de vous interroger. Donc peut-être que je vais passer la main. Ça fait maintenant 15 ans que je suis le secteur du logement, aussi bien dans le neuf que dans l'existant. Depuis 2008, Grenelle de l'environnement. On est aujourd'hui dans une situation qui me semble être le résultat d'un trop-plein d'intelligence, d'un peu de mauvaise foi et d'une incapacité à décider. Pas vous, hein. Ah ouais, moi je suis Oui, d'accord. Encore que, permettez-moi de le dire, encore que, quand vous nous expliquez qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire, mais qu'on ne peut pas parce que le nucléaire n'est pas présent, l'énergie non renouvelable, c'est pas aussi à la hauteur de ce qu'on attend. Enfin bref, toutes les bonnes raisons qui font que finalement on ne décide pas ou qu'on ne peut pas en tout cas engager des ruptures dans un système qui est celui que l'on connaît. Je vais prendre simplement les passoires thermiques. 5 millions de logements qui sont concernés par l'impossibilité de louer au 1er janvier 2025 pour les classes G et au 1er janvier 2028 pour les classes F. 5 millions de logements. Et je ne compte pas les résidences secondaires, sinon ça fait 7. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait traité ces 5 millions de logements d'ici 5 ans. Et qu'il faut qu'on ait traité 1 million de logements par an. Il faut qu'on l'arrête. C'est impossible. Surtout quand on sait aujourd'hui, à Eden, on vient de faire une étude sur les DPE émis en 2022, où la moitié, ce sont des logements électriques, qui sont donc déjà des logements qui consomment peu. Et pour l'essentiel de ces logements électriques, c'est des logements qui ont moins de 60 mètres carrés. Autrement dit, on utilise un outil qui s'appelle le DPE, et je ne parle même pas de l'équilibre entre CO2 et énergie. Hein. Mais on utilise un outil qui n'est pas du tout adapté à ce que l'on veut faire, c'est-à-dire attaquer prioritairement là où ça consomme beaucoup et où ça émet beaucoup de CO2. C'est en gros le contraire. Mais on est content parce que ça répond sans doute à une stratégie qu'on ne veut pas remettre en cause. On est devant un mur social très important et très explosif. Et pour l'instant, il y a quelques voix qui émergent pour commencer à dire attention, hein, la FNAIM, la FFB et d'autres, mais so what? So what? Le sujet, enfin, je reviens à la question initiale sur le facteur de conversion et puis sur le coef de conversion et puis sur le CO2, c'est que, enfin, je fais le parallèle aussi avec les zones à faible émission. Vous savez, ces zones qu'on déploie dans les agglomérations, dont le but est d'empêcher que les véhicules particuliers les plus polluants et les utilitaires puissent y entrer. Avec la conséquence qu'on connaît typiquement sur les utilitaires, les artisans, puisqu'on parle de rénovation énergétique. Enfin bref, tous les gens qui ont des utilitaires, qui sont, comme vous savez, à 98% des diesels, et qui pourraient ne plus entrer, parfois dans un an, parfois déjà depuis un an, si les réglementations étaient appliquées en région parisienne, qui pourraient ne plus entrer. Donc face à ça, on a plusieurs options. Option 1, on décale. Bon, on sait tous en politique publique que si on décale l'objectif, on envoie un signal catastrophique, tout le monde pense qu'on a plus de temps, que ça se fera jamais. Donc je pense que c'est pas la bonne option. Méthode 2, et je pense que c'est un peu ce que vous suggérez si je vous comprends, méthode 2, on arrive à redéfinir un tout petit peu intelligemment ce qu'est une passoire énergétique. Et donc ça va avec le lien des émissions de CO2. Même s'il ne faut quand même pas oublier qu'il faut qu'on protège aussi le consommateur qui, comme vous savez, microéconomiquement est un peu incohérent dans le temps et donc peut oublier dans 6 mois que l'électricité peut être de nouveau très très chère dans 3 ans. Et qu'il faut aussi permettre cette sortie. Mais je suis d'accord. Et donc je pense qu'il faut prioriser. Le problème qu'on va avoir, j'ajoute un problème, pardon, c'est pas très... Mais c'est qu'il y a plein d'endroits, et je pense notamment à des maisons individuelles, où il y a du gaz, par exemple. Mais il n'y a pas du gaz que parce que les gens ont fait le choix du gaz, mais parce que pour tout un tas de raisons topographiques, géographiques, de réseau, le gaz est préférable. Bon, le gaz est beaucoup plus simple, beaucoup moins cher, beaucoup plus raisonnable. Et donc il y a des poches entières géographiques où... pour des raisons d'isolation, d'isolement des logements les uns par rapport aux autres, pour des questions de réseau, où c'est plus avantageux. Donc on va non seulement avoir un problème CO2 versus peu de CO2, et en plus des spécificités. Et là, moi, mon sentiment, si vous voulez, c'est qu'il faut que, sur ce sujet d'ailleurs, comme sur le sujet de la rénovation, il faut qu'on procède par objectifs locaux.
Donc il faut qu'on arrive à transférer le poids du corps national de 5 millions en 100 départements, voire en X cantons, pour dire, dans tel ou tel endroit, les services déconcentrés de l'État sont en charge de gérer les 50, 100, 1000, 2000 passoires énergétiques. Et elles font dans les 6 prochains mois un bilan, et elles se rendent compte du mur que vous décrivez, et donc ensuite on prend les mesures, où on donne plus dans les collectivités, dans les régions où il y a un mur encore plus important, possibilité 1, où on décale certains objectifs à certaines conditions. Mais on a besoin, on a besoin de sortir d'un côté la Cour des comptes qui nous dit il y a quelques milliers de logements qui sortent des passoires énergétiques, et de l'autre, il faut 5 millions de logements, parce qu'on ne fera jamais le raccord. Je suis totalement d'accord. Et donc il faut qu'on arrive à réduire à ce niveau-là, et après il peut aussi y avoir une préférence locale pour dire on n'atteint pas cet objectif, on le remplace, etc. Mais on n'a pas la solution telle quelle, mais je pense qu'il faut qu'on l'aura quand on arrivera à descendre à un niveau gérable par les pouvoirs publics. On va ajouter 2 sentences. À la sentence « le mieux est l'ennemi du bien », on va ajouter « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Une remarque et 2 propositions. La première remarque, c'est sur la pompe à chaleur. Vous en avez parlé tout à l'heure, un peu comme la boîte magique. On adore ça, on l'installe, puis hop, ça marche. Tout en dénonçant l'obligation de faire des rénovations globales, un peu, enfin la contrainte. En fait, une PAC sans isolation, ça ne marche quasiment pas. Puisque la raison pour laquelle ça fait des économies, c'est qu'on va chauffer l'eau moins fort. Si vous chauffez l'eau moins fort, les radiateurs sont moins puissants. Si les radiateurs sont moins puissants et que vous n'avez pas isolé, vous avez froid. Donc c'est quand même vachement pertinent de se dire, quand vous installez une pompe à chaleur isolée, et dans le reportage sur France 2 diffusé il y a 1 mois et demi, on voyait des ménages qui se faisaient installer une pompe à chaleur sans isolation. La ministre disait c'est une arnaque, elle n'a pas tort. La réglementation le permet, voire même le favorise, mais elle n'a pas tort. Mettre chez soi une pompe à chaleur sans avoir à minima regardé ce qui allait se passer au niveau des radiateurs, c'est une arnaque. Donc soit on isole, soit on rajoute des radiateurs. Les 2 propositions, l'audit énergétique sur la mesure. Je suis chaud. Parlons-en. Deuxième proposition. Allez-y. Sauf si vous êtes en haute température. Lâchez rien. Mais si on est en moyenne temp, ce qui est 98% des ventes sur le marché, en moyenne température, les gens auront froid. Voilà. Ça, c'est pragmatique. La deuxième proposition, vous avez parlé de la mesure. Alors, je suis authentiquement titulaire de la qualification 1911, ce qui fait de moi un auditeur énergétique. Et donc, dans l'audit énergétique, on nous impose le relevé des consommations passées, si on les a. Donc, on a les factures d'achat d'énergie, que ce soit en électricité ou en fuel ou en gaz. Donc, et quand on réalise l'audit, selon l'outil qu'on utilise, on va réinjecter ces données-là pour avoir la consommation en énergie finale précise, basée sur les mesures. En revanche, ce qui n'est pas fait, c'est qu'après avoir réalisé cet audit, qui généralement est fait pour faire des travaux derrière, on ne va jamais recontacter la personne chez qui on a fait un audit pour lui dire « Hé, qu'est-ce que ça donne maintenant ?» Là, ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est de stopper le plus rapidement possible, en attendant d'avoir un bon texte, le projet de mon accompagnateur Rénov', parce qu'on a un problème du côté de la DGEC et de la DHUP qui ont travaillé sur le texte, qui ont imaginé un truc top-down, parisien. À savoir, ils ont imaginé qu'un Français avait un projet de rénovation énergétique, qui s'est réveillé comme ça. Tiens, j'ai un projet de rénovation énergétique. Je vais contacter France Rénov'. France Rénov' va m'envoyer sur le guichet de mon territoire. Le guichet de mon territoire va m'envoyer vers les mares de mon territoire. Les mares de mon territoire vont me contacter, me faire chacun leur proposition. Je vais choisir dans ces propositions. Et là, le MAR viendra me faire un audit qui ensuite me mettra en contact avec des sociétés de travaux. Et ensuite, je déciderai de signer un devis. Là, le MAR vérifiera que mon devis est bien. Et ensuite, il reviendra vérifier que les travaux ont bien été faits. Ça, c'est ce qui est écrit dans les textes. Et ça ne peut pas marcher. Parce que moi qui ai des clients tous les jours sur le terrain, ce qui fait qu'il va prendre une décision, c'est qu'il a eu face à lui un type qui était pragmatique, qui lui a dit « Si c'était chez moi, voilà ce que je ferais. Et je vais vous faire un devis en ce sens. » Et donc, si on suit la réglementation à l'état actuel, il va falloir, alors que je lui ai fait l'audit, je lui ai fait le devis, je lui ai fait la préconisation travaux, il va falloir qu'il aille contacter l'État qui va faire descendre tout le système pour enfin valider ma proposition initiale. Enfin, c'est stupide.
Et on a alerté les pouvoirs publics là-dessus sur le fait, vous avez construit un système top-down, mais pas bottom-up quand on a un ménage qui a un projet bien abouti, bien réfléchi, de pouvoir le faire valider avec un process à part ou quelque chose à créer, mais pas imposer ce truc-là où à la fin le MAR, il va être juste là pour donner des coups de tampon et dire oui, ce que vous avez fait c'est bien, et on va avoir tué le système tel qu'on devait le construire. Moi, la question que je me pose en sous-jacent, c'est quand même... un des problèmes qu'on a, c'est d'ailleurs pareil pour la prime à la conversion automobile, pour plein de domaines, c'est la dimension de distribution et d'aller vers. C'est-à-dire que vous avez certes des gens très informés, instruits, qui ont un projet de rénovation qui a du sens, qui est prêt, et qui ont besoin que ça aille vite et bien, mais vous avez aussi beaucoup de gens, et qui sont parfois souvent ceux qui habitent dans les passoires énergétiques, pour lesquels ce n'est pas le cas. Donc on a besoin, ça je vous rejoins totalement, de permettre à ceux qui sont prêts de ne pas tomber dans l'enfer. D'ailleurs, c'est aussi le cas sur MaPrimeRénov'. Alors les chiffres globaux sont plutôt bons, voire très bons, de distribution, de délai. Mais comme toujours, quand vous avez... le jour où j'étais avec quelqu'un dans ma circonscription, ça fait 1 an et demi qu'elle essayait, de la pauvre dame, d'avoir un contact avec le ministère pour savoir si elle allait ou pas se faire rembourser 10 000 euros. Bon, si je lui dis que 95% des dossiers sont traités dans les 2 mois, je change de circonscription. Donc ça, je l'entends parfaitement. Et surtout, il ne faut pas qu'on recrée ça pour la suite. Ensuite, il faut, à mon avis, pour prendre le contre-pied, il faut qu'on arrive à trouver, dans mon accompagnateur Rénov', encore autre chose pour aller vers, c'est-à-dire attraper les gens, et c'est pour ça que je parlais d'objectifs locaux tout à l'heure. Si on a une maille déconcentrée, à une maille départementale ou plus locale, une vision des grandes zones de passoires énergétiques, on a plus de chances d'aller toucher les bonnes personnes en allant chez eux. Je vais sans toquer à la porte et être VRP, mais quand même un petit peu. Donc il faut qu'on trouve, c'est un peu du top-down, mais pas dans le sens administratif, dans le sens aller identifier et avoir ce combat écologique. Sur le process, je suis totalement d'accord, et je vais regarder. Je sais qu'en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, ce qui nous manque, c'est de la visibilité. Moi, la pompe à chaleur, j'en ai entendu parler il y a 14 ans. On était un gros contributeur de certificats d'économie d'énergie en pompe à chaleur. Tout se stoppe parce qu'on arrête un modèle économique. L'isolation à 1 euro, il y a encore quelques temps, on l'arrête parce qu'on change de programme. Tous les changements de programme nous occasionnent, à nous, artisans du bâtiment et aux PME, une problématique de visibilité dans le temps, parce que comme vous le parliez de formation, d'investissement, si ça change tous les 6 mois, voire tous les 3 mois, voire avec des nouveaux process tous les 5 ans, ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il faut qu'on inscrive, alors je ne sais pas, dans la Constitution, et c'est le bon moment, ce projet, et que ça sorte des débats d'experts, de savoir si c'est bon ou pas, mais d'avoir une vraie visibilité à long terme. On aura une source de succès et dans ce beau projet, et dans ce projet obligatoire, parce que c'est notre planète, c'est la planète de demain. De toute façon, il faut qu'on ait vraiment un moyen de s'élever pour trouver une vraie visibilité. En 2, la simplification. Mon collègue en a parlé tout à l'heure, mais c'est une obligation. C'est une usine à gaz aujourd'hui. Toutes les aides montées, c'est une usine à gaz. Et vous savez quoi ? On crée des usines à gaz pour éviter que des escrocs se mettent à faire de la rénovation énergétique. Eh bien, ça les facilite. C'est pas pareil. Parce que les seuls qui peuvent faire des dossiers administratifs, ce sont les banditermes. Parce que je vais vous donner une autre vérité. 98% des entreprises françaises du bâtiment sont moins de 20 personnes. Nous ne sommes pas d'une organisation avec une industrie, comme on dit. Moins de 20 personnes, quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes à la fois banquier, assistant social, vous êtes RH, vous êtes tout dans le bâtiment. Et c'est ça le maillage entreprise française aujourd'hui. Il est comme ça. Alors, force est de constater que c'est peut-être pas une bonne solution. Il faut peut-être l'organiser. Quand j'entends parler de rénovation globale, qu'il n'y aurait qu'un seul prestataire, qui ferait multilo, comme le disait Brice tout à l'heure, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On va tromper son monde. Notre maillage territorial est fait de petits secteurs, de petits territoires, avec des petites entreprises qu'il faut construire. Alors, inventons le carnet numérique de la maison, inventons quelque chose qui permette de suivre dans le temps. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est la rénovation énergétique, elle doit se coupler aussi avec le fait qu'il faut qu'on adapte nos maisons à vieillir dedans. On ne va pas construire des EHPAD, et des EHPAD, la France vieillit. Donc, il y a aussi ce phénomène confort qu'il faut intégrer à cette rénovation énergétique. Et ça doit être pris, pas par des partis politiques, ça doit être plus haut que ça. Et c'est pour ça que je parlais de constitution.
demain, la vraie solution, elle est de créer un vrai Grenelle de l'environnement et pas un Grenelle politique. C'est pour les 30 ans à venir. Ça fait 5 ans qu'on entend parler de politique qui change en permanence. Et vous êtes un jeune député, et ben si j'ai un conseil à vous donner, pensez à ce conseil de visibilité à long terme. Peut-être que vous ne resterez pas 30 ans député, mais pour le bien-être de la planète, c'est ça la vraie solution. Voilà ce que je voulais préciser aujourd'hui. Très rapidement, parce que je suis évidemment tellement en phase. Premièrement, sur la visibilité à 30 ans, moi c'est ce que je propose dans mon rapport sur la souveraineté énergétique, dans la prochaine loi de programmation énergie-climat, qu'on ait des objectifs à 30 ans, pas des objectifs en pourcentage qui n'ont aucun sens industriel, mais des grandes filières qu'on essaye de développer et qui, du coup, si elles sont passées par le filtre d'un consensus parlementaire, ou en tout cas d'une majorité parlementaire, ont plus de chances de durer dans le temps, même si on n'est pas à l'abri de changements, et c'est normal. Ça, je pense que c'est absolument indispensable. C'est ce qui donne de la visibilité. Pour un autre exemple qui vous concerne moins, mais dans les énergies renouvelables, les acteurs se plaignent beaucoup de la périodicité des appels d'offres, puisque les appels d'offres sont lancés en fait plutôt à un rythme administratif quand les services sont prêts et pas à un rythme industriel. Donc vous avez des industries qui ont des creux. Pendant 2 ans, l'appel d'offres leur permet de faire un chantier, puis ensuite il y a un trou. Donc à moins que vous vous tourniez vers l'export et que vous ayez des débouchés, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez en attendant que l'appel d'offres arrive comme prévu dans 3 ans, mais si ça se trouve, il aura un an. Donc il faut que le rythme de l'État se mette au rythme industriel et pas l'inverse, ce qui est quand même malheureusement pas si facile à faire. Ça, je suis totalement d'accord. Et sur le deuxième point, sur la simplification, malheureusement, c'est propre à aucun domaine de politique publique, c'est généralisé. Dans celui-là, et j'ajoute quelque chose pour aggraver la situation, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à une meilleure articulation, et je le dis, ça c'est le langage diplomatique, mais il faut qu'on réfléchisse à une meilleure articulation entre les C2E et MaPrimeRénov'. Je vois la raison économique d'avoir des C2E, je vois pourquoi on a MaPrimeRénov', mais je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi aujourd'hui on a 2 outils qui ne se correspondent, qui ne rentrent pas l'un dans l'autre, et qui en fait ont tendance à se cumulés, mais pas forcément à s'emboîter. Alors que, je veux dire, si l'objectif c'est de baisser les émissions de CO2 et si l'objectif de RAN 2 c'est de baisser la consommation d'énergie, qu'il y ait un seul dispositif. Je pense qu'il faut qu'on aille vers ça. Et c'est ça qui donnera de la visibilité à 30 ans, même si les C2E ont au moins le mérite de donner de la visibilité par période sur plusieurs années. Mais je suis sûr qu'on peut faire plus en matière de visibilité et puis de connexion des objectifs. Je voudrais rebondir sur 2 points sur la simplification, et je suis tout à fait d'accord avec vous. On a 2 dispositifs actuellement qui créent un peu ce millefeuille et cette complexité, MaPrimeRénov' et les C2E. Juste pour insister que malgré le fait qu'on ait ces 2 dispositifs en parallèle, pas toujours bien articulés effectivement, c'est quand même, si on prend quelques chiffres, MaPrimeRénov' depuis son lancement en janvier 2020, c'est 1,7 million de logements qui ont pu en bénéficier. Donc c'est quand même une dynamique à ne pas négliger. Les C2E, si je prends les derniers chiffres chez nous du rapport de l'ONRE de février 2023 sur les rénovations énergétiques aidées dans le secteur résidentiel, c'est 1,7 million de logements rien qu'en 2020 qui ont bénéficié des C2E. Donc oui, on a 2 dispositifs parallèles un petit peu complexes, mais si vous voulez, on voit quand même qu'il y a une dynamique qui marche. Et je ne pense pas qu'on souhaite s'en priver collectivement. Il y a des choses à améliorer, il y a une articulation à créer, il y a un parcours de mobilisation des aides plus efficace à inventer aussi de notre côté. Mais si vous voulez, c'était pour vous partager quelques chiffres qui démontrent que le dispositif a un bon niveau de fonctionnement actuellement. Et peut-être juste pour réagir sur un deuxième point qui a été souligné dans la salle sur la complexité du dispositif Mon Accompagnateur Rénov'. Alors on est quand même dans un contexte où l'accompagnement actuellement du secteur public qui était réalisé par les espaces Conseil France Rénov', en 2021, c'était seulement 14 000 accompagnements par an. On avait besoin de massifier cet accompagnement à la rénovation énergétique. Le réseau France Rénov' ne pouvait pas absorber l'ensemble des demandes d'accompagnement annuelles, donc on avait besoin de renforcer ce système, de créer Mon Accompagnateur Rénov', de faire rentrer les acteurs privés dans le dispositif
pour massifier les accompagnements. Ne pas oublier cette logique. On a un besoin d'accompagnement et c'est aussi par l'offre qu'on arrivera à dynamiser tous ces accompagnements. Après, je pourrais répondre sur les points un peu plus techniques, sur le fait, oui, on est obligé de passer par un espace Conseil France Rénov qui va nous orienter vers un accompagnateur. Non, en source ouverte, toute la liste des accompagnateurs sera accessible aux ménages, ils pourront les solliciter de manière flexible sans passer par son espace Conseil France Rénov. La liste sera accessible sur France Rénov. Il y a une nouvelle version du site qui est en lancement pour pouvoir simplifier le recours à l'accompagnateur le plus simplement possible. Mais la massification permise par MaPrimeRénov', c'est-à-dire la sortie d'un crédit d'impôt et le passage à de la distribution, c'est évidemment le pivot majeur des dernières années et c'est ça qui est remarquable. Et donc ça je partage, c'est ça qui a permis à une prise de conscience. Mais ce qui est très intéressant, et je dis ça pour vous taquiner, c'est que on raisonne en logement, en nombre de logements, mais ça n'a aucune forme d'intérêt climatique. Vous pouvez faire 1000 gestes de rénovation sur 1000 logements ou un geste de rénovation sur 1 million de logements. Mais à la fin, je veux dire, moi, mon objectif, c'est qu'on soit à la neutralité carbone en 2050. Donc, qu'on ait rénové 5 millions de logements, qui nous ait fait 80% de nos économies, ou 300 000 logements, qui ait fait 85% des économies, je choisis les 300 000 logements. Et ça, c'est un problème collectif qu'on a dans les politiques publiques. C'est évident que c'est beaucoup plus facile d'expliquer un objectif de nombre de logements, qui a tout son sens quand on parle de sortie de passoire énergétique, mais qui a moins de sens quand on se place dans la planification écologique. Et donc je pense qu'il faut qu'on trouve une manière, alors ce sera peut-être difficile à populariser, de raisonner en quantité d'énergie ou en diminution de nombre de millions de tonnes équivalent carbone, même si je pense que quand même collectivement on arrive à aujourd'hui à s'accoutumer à ça et à avoir des réflexions sur ce sujet. Il faut qu'on arrive à sortir du nombre de logements comme un objectif climatique ou énergétique, parce que finalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur l'isolation, sur la pompe à chaleur, etc. Si on fait 1 million de pompes à chaleur versus 200 000 pompes à chaleur plus isolation, je ne suis pas capable de sortir le rendement énergétique là, comme ça, mais à mon avis, on a une différence sensible. Donc vous évoquiez tout à l'heure l'idée que le pilotage de la maison était un peu négligé aujourd'hui. Donc je confirme, aujourd'hui dans le bâtiment tertiaire, on est à 6% uniquement des bâtiments qui sont équipés en solution de pilotage. Dans les logements, on est uniquement à 12%, donc c'est assez faible, et c'est uniquement généralement du pilotage pour le chauffage. Donc cet hiver, on a assisté à une véritable prise de conscience de la part des Français sur la nécessité de faire des éco-gestes et de cette nécessité de sobriété. Donc c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, pour nous, on a besoin de faire en sorte que cette baisse conjoncturelle, elle devienne structurelle. Donc, il y a aussi un autre aspect. L'objectif, c'est que les gens n'aient pas non plus de sentiment de déclassement, de perte de confort. Il y a toute cette acceptation sociale qui me paraît aussi nécessaire et indispensable. Donc aujourd'hui, on a incité les gens à faire des éco-gestes plutôt manuels. Mettez un pull, couvrez-vous davantage. Mettez un couvercle sur votre casserole, c'est important. Mais on pense aussi qu'il y a aussi des éco-gestes techniques qui doivent être mis en place de manière automatique pour qu'il y ait des économies qui soient réalisées sans forcément y penser. Ou on parlait tout à l'heure des solutions intelligentes par Gilles. Il y a des équipements qui permettent en un clic de monter ou de baisser sa température à distance. Donc ça, c'est des choses qu'il faut pas négliger pour moi. Par contre, il y a une grande absente aujourd'hui, c'est dans la politique de rénovation énergétique qui a été pensée, comme vous le disiez tout à l'heure, en parallèle ou en amont en tout cas de cette politique de sobriété qui est en train d'émerger petit à petit. Le DPE aujourd'hui n'intègre absolument pas la notion de sobriété. Donc ça, c'est un vrai problème pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous installez un thermostat dans votre logement, c'est complètement indolore à partir du moment où vous faites un diagnostic sur votre logement. Ça ne permettra pas de gagner une classe ou d'être valorisé à quelconque niveau. Donc ça, c'est un vrai problème pour nous. On demande vraiment d'intégrer la sobriété dans le DPE. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a MaPrimeRénov', les C2E, mais les solutions de pilotage sont, pareil, très, très peu présentes et complètement négligées. Donc les politiques publiques de rénovation énergétique n'intègrent pas la sobriété et ça nous pose un problème.
pour aller au bout du raisonnement, l'idée c'est de permettre que l'installation de certains équipements que vous permettez et que vous préconisez à juste titre soit financée par MaPrimeRénov'. Le DPE c'est une chose, mais sur MaPrimeRénov', à nouveau, je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir des... Enfin, je veux dire, c'est le travail que font les ministères, en particulier, bien sûr, la DGEC. Il faut qu'on arrive à comme c'est à la croisée des questions climatiques, des questions de consommateurs et des industriels, il faut qu'on arrive à trouver un consensus, j'allais dire, technique et scientifique, c'est-à-dire sur la base de ce qui existe ces dernières années, qu'est-ce qui a le plus permis d'économie d'énergie ou de baisse de gaz d'émissions de gaz à effet de serre. Et montrer que le pilotage le permet, être capable de montrer que des cas d'études ont montré que ça permettait de réduire la consommation énergétique ou le gaz à effet de serre, ce sera à mon avis le juge de paix. Et il faut qu'on arrive à ça, et pour faire le lien avec ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est comme ça qu'on arrivera à se donner de la visibilité pour 30 ans. C'est précisément parce qu'on veut améliorer les choses année après année, ou qu'on a des discussions très précises, que régulièrement les services des ministères sont amenés sur demande des pouvoirs publics ou des industriels à changer les paramètres. Et souvent, vous êtes les premiers acteurs de l'évolution et de l'instabilité réglementaire, si je dis ça de manière un peu provocatrice. Donc je pense que sur la rénovation énergétique, et vu que c'est un enjeu de 30 prochaines années, qu'on prenne collectivement le temps, avec les services concernés, les scientifiques, les techniciens, de se mettre d'accord sur un certain nombre d'outils, quitte à ce qu'ils ne soient pas trop prescriptifs ensuite dans la subvention, pour faire l'état des lieux. Et clairement, la sobriété ne peut pas continuer à être l'absente. Enfin, la sobriété, le pilotage de la consommation que ça permet ne peut pas être absent. L'Observatoire de la rénovation a insisté aussi sur le fait que la ventilation n'était souvent pas assez aidée, mais qu'elle pouvait aboutir à des améliorations très importantes dans l'efficacité. Et c'est par ailleurs un enjeu de santé publique avec la question de la qualité de l'air à l'intérieur qui est souvent négligée. Moi, j'avais une petite question sur votre intervention concernant la mesure. J'ai l'impression que vous tacliez un peu le DPE, le fait que c'était une méthode conventionnelle. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le fonctionnement de cette méthode qui a été réalisée il n'y a pas si longtemps. Mais aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que dans le résidentiel, c'est le thermomètre du bâtiment. Et toute la politique est un peu basée là-dessus. Alors, on peut effectivement se dire que c'est pas une bonne idée d'interdire les locations de passoires thermiques, ça très bien, il suffit de rayer un article dans la loi. Mais en revanche, si je vois pas tellement qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre qu'une méthode conventionnelle. Avant, on avait des DPE sur facture, ça a été abandonné parce que on peut avoir un locataire qui consomme beaucoup plus en chauffant à 25 toute l'année. Donc l'approche me paraît pertinente et ça, en tout cas, ça permet d'avoir une stratégie de rénovation. Le fait de ces stratégies consistant à dire vous passez de G à C et on met des subventions sur les rénovations qui permettent d'atteindre une certaine classe me paraît pertinent. Vous aviez autre chose en tête ou pas ? Ce que je voulais dire, je ne remets pas en cause le DPE. Tout le monde a des critiques envers le DPE, ce qui prouve qu'il n'est probablement pas si mal designé. Mais et il va falloir, à nouveau ce qu'on disait, si on veut le projeter sur les 30 prochaines années, il peut évoluer, mais il faut que les grandes composantes, qu'il y ait une composante carbone, qu'il y ait une composante sobriété, qu'on se mette d'accord sur des grands piliers et qu'ensuite il y ait des évolutions, mais seulement marginales pour que tous les acteurs industriels et la distribution soient à peu près en ligne. Donc ça, je ne remets pas en cause. Il faut sûrement l'approfondir sans l'alourdir, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est ce qu'on disait avec monsieur tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on soit capable de revenir ensuite chez les gens pour mesurer individuellement leur consommation d'énergie avant, après travaux. Et pouvoir collecter ces données individuelles et ensuite les faire remonter à un niveau qui permet d'avoir tout simplement des études d'efficacité. Et donc d'être capable de dire, oui, il se trouve que quand vous faites l'isolation et la pompe à chaleur ou quand vous faites que la pompe à chaleur, les économies d'énergie sont substantielles ou pas. Et que c'est quand vous faites tel et tel bouquet. Donc je sépare le côté études, économétriques, énergétiques qui permettent de le faire, et puis le fait qu'il faudra de toute façon avoir quelque chose de conventionnel parce qu'on n'aura pas demain la mesure individuelle de chaque logement en temps réel. Ça, je vous rejoins totalement. Je crois que vous avez, dans votre intervention, mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. C'est arriver à organiser la rénovation thermique en bouquets. Et encore faut-il que ces bouquets soient les plus performants et les plus efficaces.
Et l'intervention du président Lalonde était intéressante sur les pompes à chaleur, parce que je pense qu'ici, il n'est pas bon d'opposer les uns et les autres, hein, chacun à sa place. Et c'est pas tant la question de savoir comment installer une pompe à chaleur, mais encore faut-il qu'elle fonctionne dans de bonnes conditions. Et on voit bien qu'il y a une synergie, une cohérence entre les gestes d'isolation. Une pompe à chaleur fonctionne bien si on a une bonne isolation du bâti. Donc il faut vraiment qu'il y ait une cohérence des gestes. Et dans cette cohérence des gestes, on peut la traduire même dans les gestes d'isolation. Et regardez, comme vous l'avez dit, ce qui est le plus efficace. Dans une maison, le plus gros poste de déperdition énergétique, vous le savez peut-être, c'est la toiture. 30% des déperditions énergétiques. Donc on a sous la main un gisement d'économie d'énergie et de performance qu'il faut travailler. Et pourtant, un tiers des maisons qui ont des combles aménagés ont une isolation, dans 60% des cas, une isolation insuffisante, voire très insuffisante. Et il faut mettre en cohérence donc ces gestes, mais il faut mettre en cohérence aussi les aides qui sont adossées à ces gestes. Et on voit quand même qu'il y a des incohérences. La toiture, l'isolation de la toiture, c'est le poste le moins aidé de tous les gestes dans MaPrimeRénov'. Donc, ma question est simple. Qui fait ce travail de cohérence ? Qui va définir ces bouquets standards les plus performants ? Et vraiment, c'est prioritaire. Est-ce que ça incombe aux accompagnateurs ? Est-ce qu'au-dessus des accompagnateurs, il y aura un organe qui va définir des bouquets standards les plus performants ? Voilà ma question. C'est évidemment avec les services de l'État et avec les différents industriels et avec les professionnels du secteur que ça doit se faire. C'est aussi, sans revenir dessus, mais c'est aussi l'intérêt de faire et du conventionnel et d'avoir un peu d'historique sur du réel, de voir ce qui a bien fonctionné ou pas en pratique, parce que c'est sûrement pas à vous que je vais dire ça. Il y a la réalité, il y a la théorie et puis il y a la pratique, et ça dépend de la qualité de l'installation, du climat local, etc., etc. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de facteurs qui entrent en compte et qui méritent d'être discutés. Et d'ailleurs, pourquoi pas, là vous allez hurler à l'usine à gaz et vous aurez raison, mais pourquoi pas aussi localiser ? C'est-à-dire que s'il y a des... moi je suis dans un territoire de montagne, donc forcément les toitures pentues ou non, ça a un sens particulier. C'est pas absurde que certains territoires, que les collectivités viennent abonder les dispositifs nationaux qu'on va pas vouloir rendre beaucoup plus complexes dans certains domaines où on a besoin de faire telle rénovation plus que telle autre. Donc je pense que là, il y a quelque chose à faire, peut-être plus en complément pour avoir quelque chose au niveau national qui fonctionne, et puis un complément en termes de bouquets. Deux petits points. Donc, effectivement, une pompe à chaleur peut fonctionner sans isolation, mais il y a des précautions à prendre et je me tiens à la disposition des personnes qui veulent savoir comment faire à la suite de la réunion. Moi, j'ai un point important, c'est la formation par l'enseignement professionnel national et public. Actuellement, on voit que rien n'est fait pour que les jeunes qui sortent en bac pro, en bac BTS, maîtrisent l'installation, le dimensionnement des pompes à chaleur. Donc là, il y a une carence et une lacune importante, puisque nous, quand on les reçoit à l'issue de ces formations, ces gamins ne savent rien faire, ils n'ont pas de formation suffisante pour être au niveau des enjeux du marché. Donc, comment sensibiliser l'enseignement public sur ce sujet-là, qui est à mon sens très important, parce que c'est l'avenir de toute la filière. S'il n'y a pas de gamins qui sont formés, qui sont compétents et qui sont motivés, on n'arrivera pas à boucler, puisque chaque année, on est en demande de recrutement qu'on n'arrive pas à faire dans nos métiers, que ce soit de l'installation, de la maintenance ou chez les constructeurs. Sur la formation, je peux être que d'accord, mais je pense que on a un problème. Alors, je pense qu'on a fait un peu mieux depuis qu'on a des OPCO et depuis qu'on a cette prise en charge de l'apprentissage de cette manière-là, avec la définition des formations. Mais c'est pour ça que moi, je parlais d'apprenti de l'énergie. Je pense qu'il y a quelques domaines très techniques et très nouveaux pour les industriels, mais aussi et surtout pour l'enseignement, qui a forcément pas la même vitesse d'adaptation que l'économie. Et donc ça, il faut qu'on arrive très très vite à mettre tout le monde autour de la table, le ministère de l'Éducation, la formation, et puis les industriels. Et donc il faut que vous sollicitiez les ministères, et que si ça se fasse pas, on puisse rapidement mettre une alerte dessus. Ça, c'est vraiment vital. Et autant parce qu'il y a la question de la production, mais que parce que la qualité de l'installation fera tout. Et monsieur en parlait aussi.
tout à l'heure. Juste une petite question, vous n'avez pas abordé les rénovations dans les bâtiments collectifs. Or, par rapport aux enjeux, moi j'anime des tables rondes un peu partout en France sur cette question-là. Quand j'étais à Cergy le week-end dernier, quand vous faites un ensemble avec 300 ou 500 logements, alors certes ça prend un peu plus de temps au départ, mais à l'arrivée, vous allez pouvoir accélérer beaucoup plus fortement que faire 500 logements individuels, qu'il faut faire également peut-être, mais à une vitesse plus étalée dans le temps. Sur les logements collectifs, vous avez parfaitement raison. Alors, les bâtiments collectifs, j'inclus aussi les bâtiments publics. On a voté il n'y a pas très longtemps la proposition de loi de mon collègue Cazenave sur le tiers-financement pour permettre aux collectivités qui veulent s'engager de pouvoir avoir des modèles de tiers-financement pour que les écoles soient rénovées plus vite avec de l'investissement qui vient de l'extérieur, ça c'est vital. On a des dispositifs un peu embryonnaires qui s'appellent Massy Réno, qui permettent notamment aux bailleurs sociaux d'avoir des aides très conséquentes quand ils veulent rénover. Et puis moi j'y associerais les copropriétés, et c'est tout le chantier des règles des copropriétés dont je ne vais insulter personne, mais le droit des copropriétés ressemble un peu à un truc médiéval où il y aurait le suzerain qui donnerait... voilà. Et il y a quand même un truc qui n'a plus rien à voir avec la réalité, qui fait que les gens ne vont pas au copro, ou quand ils y vont, doivent y rester des heures avec un ordre du jour préécrit, des clés de vote qui sont extrêmement loin de l'urgence énergétique et environnementale. Donc ça, je crois que c'est la prochaine urgence. Et c'est ce que je disais aussi dans les bâtiments... Enfin, la possibilité d'avoir des objectifs locaux, le fonds vert qui a été abondé à hauteur de 2 milliards d'euros, il y a au moins un quart, peut-être plus, qui seront pour les bâtiments collectifs. Les projets ils seront attribués au niveau départemental par les services de l'État, par la préfecture. C'est l'occasion ou jamais d'avoir des objectifs un peu locaux. Et donc pour le préfet, de prioriser, de dire, voilà, là j'ai une proposition pour rénover un complexe scolaire qui va économiser tant d'énergie, mais en face, j'ai une copro qui peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus. Donc n'ayons pas peur... de faire ça aussi. Le DPE n'est pas du tout adapté aux logements patrimoniaux, enfin aux bâtiments en général, qui sont construits avant 1948. C'est un gros problème. Alors, il y a eu un colloque au Sénat là, récemment, notamment avec le maire de Versailles et puis un certain nombre d'acteurs du patrimoine. Et donc, ça pose pour la rénovation des logements, bien sûr, la revitalisation des centres-villes, des centres des petites communes. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire d'urgence, parce que ça représente quand même, je crois, 5 millions de logements. Et puis... Le DPE pas adapté aux vieux bâtiments, effectivement, on m'en a parlé. Je n'ai pas encore regardé le sujet, mais clairement, c'est un peu les situations où on risque de se mettre tout seul dans le mur. Et en fait, à moins de détruire, oser la démolition, je crois qu'on n'y arrivera pas. Donc, comme on ne va pas spécialement démolir ce qui fait notre patrimoine, ça fera partie des enjeux. Et je crois qu'on a même un problème de coût. C'est-à-dire que c'est une fortune à rénover pour une efficacité pas excellente. Donc il faut aussi qu'on arrive sur certains sujets à être pragmatique et à considérer qu'on a des passoires un peu en soi. Ça fait plaisir de voir que le Parlement sert quand même à quelque chose. Donc c'est quand même un grand plaisir de vous avoir entendu, monsieur le député. Non, alors, Jean Covici, il a fait une BD sur l'énergie et la transition, et ça a été, d'après ce que j'ai compris, le plus grand succès de vente de la librairie française l'année dernière. Peut-être qu'il faut faire la même chose sur la rénovation énergétique des bâtiments et des logements, parce que, au fond, ici, on a été assez technique. On a jonglé avec les règlements, les kilowattheures, les calories, etc. Et les jeunes manifestent. Et les entreprises ont du mal à recruter. Comment est-ce qu'on transforme tout ça en passionnants projets partagés par la jeunesse et la population française ? Je dis ça, maintenant c'est le politique. Je m'adresse au politique parce que j'ai demandé ça à un ministre un jour. Il m'a répondu « Oh, on ne croit plus à la parole politique, donc c'est pas à nous de faire. » Bon, alors je ne sais pas à qui c'est de faire. C'est ça, là, je voudrais terminer là-dessus, quoi. Parce que c'est passionnant quand même. C'est magnifique, c'est un magnifique projet, la décarbonation ou la transition écologique et énergétique. Il n'y a rien de plus beau. S'il s'agit de protéger, en effet, c'est ce que disait Philippe,
la planète de demain, nos jeunes, tout ça. Comment est-ce qu'on peut transformer ce truc hyper technique, compliqué, avec tellement de petits, des prolongements, des trucs partout, des paragraphes, des sous-paragraphes. Comment est-ce qu'on transforme tout ça en magnifiques projets mobilisateurs? Voilà, en tous les cas, merci beaucoup. Je suis sûr que vous allez y parvenir, vous allez être partie de la solution, j'en suis persuadé. Merci.